Bienvenue à la première carte blanche du campus des métiers et des qualifications d'excellence patrimoine, métiers d'art et tourisme, organisée en partenariat avec l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation dans le cadre de ces rencontres François Rabelais, dont le thème est Gastronomie pour tous. Merci à l'Institut pour cette collaboration qui permet au campus de lancer aujourd'hui sa première carte blanche. Le principe de cette manifestation est simple. Un partenaire du territoire invite le campus à organiser un temps d'échange sur des thématiques d'actualité, propres à ces filières, et rassemblant des acteurs de la formation, des acteurs économiques ou encore des institutionnels. Les campus d'excellence est un réseau régional qui rassemble autour des filières des métiers d'art, des patrimoines et du tourisme les acteurs économiques, les acteurs de la formation et les institutionnels pour apporter une réponse adaptée, concrète et rapide aux mutations des métiers dans ces filières. Je remercie l'ensemble des intervenants pour avoir accepté de croiser leur point de vue sur le thème de la reconquête des restaurants dans un contexte post-Covid. Le débat, d'une durée d'environ 1 heure, sera suivi par 30 minutes d'échange avec le public. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main à l'aide du mode réaction en bas à droite. Charlotte Fuchs, chef de projet du campus, assurera la modération des échanges. Sans plus tarder, je passe la parole à Sébastien Robles, rédacteur en chef de Nous CHRD, revue spécialisée de l'hôtellerie et de la restauration, que je remercie pour avoir accepté d'animer cette carte blanche. Merci Livia. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis Sébastien Robles, donc rédacteur en chef du magazine Nous CHRD. Il y a quelques années, dans le magazine, on avait titré « Nous sommes tous des saisonniers ». Je crois qu'on ne se doutait pas, on ne voyait pas à quel point on avait raison, si bien que depuis 1 an, les restaurants, les cafés, sur 1 an, n'ont pu ouvrir que 4 mois. Ils sont tous devenus des super saisonniers, mais bien contre leur gré. Donc c'est une situation tout à fait inédite qui ne saurait être sans répercussions très fortes d'un point de vue économique, mais aussi évidemment d'un point de vue humain, d'un point de vue ressources humaines. Alors, il sera temps de parler dans cette table ronde des conséquences économiques sur la restauration, des conséquences commerciales aussi, mais aussi de se demander si après un tel choc, car il faut parler d'un choc, les métiers, que ce soit de la salle, que ce soit les métiers de la cuisine, continuent de procurer de l'attrait. On savait qu'avant la crise du Covid, il y avait une véritable crise du recrutement qui s'était emparée de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés. Il semblerait qu'aujourd'hui, que ce soit un véritable accélérateur que cette crise du Covid et que les problèmes que l'on connaissait auparavant soient amplifiés. Je voudrais citer un chiffre qui a été donné par l'INSEE récemment, très récemment. Il s'agit du nombre de personnes qui ont quitté le secteur depuis le début de la crise du Covid. 110 000 salariés. Je ne saurais vous dire dans quel secteur ils sont partis, mais ils sont apparemment perdus pour la restauration, l'hôtellerie. Donc c'est un constat. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, arrive une lueur d'espoir quant à la réouverture. Il est possible de l'évoquer. Ce n'est plus un tabou pour le gouvernement. Elle finira par arriver. Dans quel état seront les restaurants à ce moment-là? Je pense que nos professionnels vont nous le dire. Ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas combien de salariés seront présents, avec quelle motivation quand il s'agira de reprendre le travail. Ça, c'est une véritable incertitude aujourd'hui. Et s'il est question désormais, y compris dans les cabinets ministériels, de rouvrir les restaurants, bien sûr, la date est totalement inconnue. On peut espérer quand même faire la saison. Ce serait bien de démarrer pour le début de la saison. On se trouve dans un climat de grande incertitude. Alors, nous avons une incertitude non pas sur le retour de la clientèle française. On a vu ce que ça donnait l'an passé. Les clients répondront présents. Il faudra leur répondre présent, mais en jauge réduite aussi. Donc, c'est une donnée tout à fait nouvelle. Il ne faut pas compter sur les étrangers. Le tourisme international est gelé pour plusieurs années, c'est à peu près sûr.
Nous avons une incertitude sur ce que sera la vie quotidienne au restaurant avec ces protocoles sanitaires. Il faut surtout qu'ils ne soient pas renforcés, ça c'est ce qui est sûr. Et qu'est-ce qu'il en sera demain en termes d'équilibre économique dans la vie d'un restaurant. Ça modifie complètement le prévisionnel d'un établissement. Je pense que les restaurateurs présents savent de quoi je parle. Quand on a une capacité réduite de moitié, eh bien, ça change totalement la donne. Avec quel personnel vont-ils mener cette réouverture et la suite, sachant qu'on a aujourd'hui deux promotions qui sont perdues, qu'on n'a pas pu diplômer, qu'on n'a pas pu former correctement en raison de la crise sanitaire. Comment peut-on régler ce problème-là rapidement? Enfin, on est dans un cadre où on parle aujourd'hui d'avant-Covid, d'après-Covid. Alors, j'avais cité dans le petit texte de présentation, j'avais cité Michel Houellebecq. Moi, je ne sais pas s'il y aura un avant-Covid, un après-Covid. Ce qui est important, c'est de savoir ce que le Covid a changé. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a de nouvelles pratiques, que ce soit dans la formation ou dans la vie des restaurants? Vous voyez, quand on arrive au terme gastronomie pour tous, là, nous sortons d'une période où ça a été gastronomie pour personne. C'était fermé, les établissements n'ont pas pu donner ce plaisir, cette convivialité. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de revoir un certain nombre de pratiques dans la restauration, que ce soit à l'égard des clients. On a un restaurateur ici, des restaurateurs engagés dans la qualité, mais aussi peut-être dans la façon de manager les équipes. Il y a peut-être une notion de convivialité qui mérite d'être revue, repensée, et c'est peut-être faut-il voir dans cette crise une opportunité. Alors, c'était aussi pour moi la façon de me relier à notre thème de fond qui était gastronomie pour tous. Et pour en parler, nous avons 4 intervenants. Sabine Ferrand, présidente de l'UMI 41 et de l'UMI Centre Val-de-Loire. Sabine Ferrand, vous êtes restauratrice, le Rhinocéros notamment, et puis vous avez une discothèque, ça c'est encore un autre problème. Cyril Guédon, professeur de salle ou de commercialisation et services au lycée Châteauneuf à Argenton-sur-Creuse. Christophe Lunet, vous aussi vous êtes restaurateur et président de Cuisine en Loir-et-Cher, qui est une association qui fait la promotion d'une restauration de qualité. Vous emmenez une trentaine de restaurateurs de la région. Enfin, monsieur Jérôme Cohn, vous êtes directeur du CFA, de la Chambre des métiers et d'artisanat d'Orléans. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop indigent et trop incomplet dans mes présentations. Je vais demander tout de suite à madame Ferrand de nous dire dans quel état, très rapidement, vous avez 5 minutes, dans quel état nous allons retrouver les restaurants dans la région et êtes-vous optimiste ou êtes-vous pessimiste quant aux mois à venir? Bonjour à tous. Alors moi, j'ose espérer que nous allons tous bien repartir, bien évidemment, hein, et j'ai surtout envie d'être très positive quant à la lueur d'espoir et à la visibilité que nous aurons à redémarrer dans quelques semaines. Moi, j'ai plus envie de vous parler de l'état psychologique de nos professionnels aujourd'hui et qui induira l'état des établissements en définitive. Hein. Malgré des jours avec et des jours sans, il faut se projeter aujourd'hui. Il faut recommencer à avoir envie de travailler également parce que nos équipes ont effectivement été démotivées par ce long arrêt. Mais nos chefs d'entreprise sont également dans la même incertitude. On ressent bien des vibrations qui ne sont pas tout le temps claires avec cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui, il faut vraiment aller de l'avant et j'ai envie d'être très positive et de me dire qu'on est dans une région vraiment magnifique où effectivement on a une culture de l'accueil, une culture de la restauration, le slow tourisme, les produits locaux. On n'a que des bonnes choses dans notre région et aujourd'hui, ça, il faut le mettre en avant
reprendre à le mettre en avant. Et je pense qu'on est suffisamment aidé également à la promotion de tout cela pour y arriver. Ensuite, l'inquiétude se pose surtout sur retrouver l'ensemble de nos collaborateurs après ce long arrêt. Et ça, effectivement, Sébastien, tu en as parlé tout à l'heure, mais je pense que ça, c'est la priorité, de redonner envie de travailler, de réintégrer nos établissements aussi. Je pense qu'il y a un effort à faire, nous, chefs d'entreprise, à réintégrer dès à présent par des modules de formation sur l'accueil. On a perdu pendant ces quelques mois notre façon de communiquer, notre façon d'accueillir. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi de revenir à cela tout doucement. Hein. Donc ça, on l'avait vu notamment avec le CRT, on en avait parlé avec Christophe Lunet, je vois que Patricia Percevaux s'est également connectée du Greta. On est en train de travailler avec la région pour mettre ces petits modules en place pour nos équipes aujourd'hui, et ça, je pense que c'est primordial. Ensuite, il y a la préparation également de nos recrutements saisonniers dans la région, parce qu'on a énormément de recrutements saisonniers. C'est quand va-t-on pouvoir se projeter? Et ça, c'est aussi l'appel au gouvernement aujourd'hui de leur dire ne nous ouvrez pas comme vous nous avez fermés ou comme vous nous avez réouvert la première fois. C'est-à-dire, ce n'est pas on-off. Hein. On a besoin de préparation, on a besoin de visibilité et on a besoin de projection. Ensuite... Sabine, je t'interromps une seconde. D'un point de vue économique aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'avec les indemnisations, les aides qu'ils ont reçues, les restaurants vont pouvoir repartir? Est-ce que derrière, il y a un risque qui est évoqué par beaucoup de spécialistes, qui est ce qu'on appellera le poison de la dette? Qu'en penses-tu? Mais tout à fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est nécessaire aussi de demander peut-être que nos PGE, parce qu'on nous a dit qu'on nous aidait en nous donnant des PGE, on nous a surtout donné une dette aujourd'hui, et cette dette, il va falloir trouver la solution de la réduire ou de l'effacer. Je prends l'exemple de restaurants qui ont dû se créer peu de temps avant la crise, qui ont déjà un taux d'endettement important, c'est de voir comment on va pouvoir être efficace pour sauvegarder ces établissements-là. Et ça, c'est une priorité économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État, il faut demander à l'État de pouvoir effacer tout ou en partie le PGE. Le lycée sur 15 ans, 20 ans, on ne travaillera pas plus, on ne travaillera pas double, on ne travaillera pas triple. Un restaurateur qui fait 40 couverts ne fera que 40 couverts sur un service. Et il faut bien se dire qu'on aura la chance d'arriver sur une saison plutôt positive, c'est-à-dire le printemps, Pâques, en espérant pouvoir ouvrir à Pâques, bien évidemment, plus la saison d'été, mais ce ne sera pas suffisant. Les trésoreries sont aujourd'hui à sec. On a également le problème de nos fournisseurs. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des entreprises où nous avons des délais de paiement qui sont énormes. On a des délais sur tout ce qui est carnet, poisson, c'est 10 jours le délai de paiement. Comment va-t-on faire? Nous n'avons plus de stock, nos stocks étaient périssables. Donc voilà, il y a tout est à repenser aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas être réouvert trop tôt ou trop tard, ou être prévenu trop tard. C'est vraiment, cette visibilité-là va être vraiment... c'est une priorité aujourd'hui, de savoir comment on va s'organiser quand on va nous annoncer une date de réouverture. Est-ce qu'on peut se remettre de cette fragilité financière si les clients sont au rendez-vous? Alors, en province, c'est pas peut-être comme dans toutes les grandes villes où la place dans les restaurants est réduite. Bon, souvent, on a quand même un peu plus d'espace, un peu plus de terrasses, sachant qu'il va falloir vivre certainement assez longtemps avec les protocoles sanitaires. Est-ce que les restaurants de la région peuvent se relever rapidement malgré tout et faire du chiffre pour rembourser? Le problème, c'est de savoir comment vont être traités les PGE. Le problème, il est là. Effectivement, si on nous les lise sur 15, 20 ans, ça va être un handicap certain, mais on peut s'en sortir. Si on nous demande effectivement de rembourser nos PGE dans les 4 ans à venir, ce ne sera pas possible.
Les remboursements, on a besoin de vivre, on a besoin de se projeter et de pouvoir faire des investissements. Imaginez qu'on nous demande de rembourser nos PGE dans les 4 ans à venir, qu'on a un frigo, un fourneau qui tombe en panne, on va les toquer chez notre banquier, bien évidemment, parce qu'on n'a pas forcément 15 000 ou 20 000 euros devant nous à mettre dans un matériel. Et c'est de se dire, mais comment va-t-on financer cela? Donc, j'ai demandé aux banques aujourd'hui si la capacité de pouvoir nous suivre. On nous dit, voilà, les banques vont être frileuses à nous suivre. Donc, aujourd'hui, nous n'aurons pas d'autres moyens que de nous surendetter, en définitive, si on garde ces PGE en l'état. Bon, vous êtes optimiste sur le plan commercial, un peu moins sur le plan financier. Voilà, le plan financier, tout à fait. Voilà. Le problème, c'est vraiment ce surendettement qu'on nous a injecté, qu'on nous a perfusé en définitive, et de se dire, voilà, la visibilité aujourd'hui de remboursement est de 4 ans, de 5 ans s'il y a un différé supplémentaire, de 5 ans s'il n'y a pas de différé supplémentaire, mais c'est pas suffisant pour la profession aujourd'hui. Il nous faut une visibilité beaucoup plus longue, ou alors effectivement tout ou en partie transformer les PGE en subventions. Je note en tout cas qu'il y a un enjeu très important que tu as souligné, c'est d'une part bien sûr de remettre les salariés dans l'action, les remettre au travail, et puis c'est un peu plus tabou, remettre un certain nombre de chefs d'entreprise en selle, parce que peut-être qu'ils ont un tout petit peu coupé les liens avec leur entreprise. Jérôme Cohn, Monsieur Cohn, vous êtes directeur d'un établissement de formation. 2020-2021, ce sont 2 années perdues pour former des apprentis. Comment va-t-on... Elles sont perdues, on peut le dire, ils n'ont pas pu aller dans leur centre de formation, ils n'ont pas pu aller dans les entreprises, les restaurants d'application étaient fermés dans les lycées. Quelles conséquences? Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, je partage l'avis de Madame Ferrand. L'avenir de la restauration, c'est la capacité de donner l'envie de se projeter, c'est donner l'envie de motiver ses équipes, c'est donner l'envie de continuer à innover, puisqu'en matière de restauration, l'innovation est un élément excessivement important, et c'est d'avoir des projets. Qu'est-ce qui conditionne la réussite économique et commerciale? C'est la capacité à répondre à une clientèle et de comprendre que cette clientèle a des attentes et que face à ces attentes, on puisse y faire coller quelque chose. Et ne nous trompons pas de débat. Arrêtons de sacrifier les jeunes qui sont en formation depuis 1 an. Je combats depuis 1 an en tant que directeur d'établissement le principe du sacrifice générationnel. Les jeunes sont effectivement déstabilisés parce que le choc de la crise sanitaire est véritablement un choc, et que parce que les restaurateurs ont subi coup sur coup sur la tête, en fait, les victimes collatéraux d'un système. OK. Maintenant, derrière, arrêtons. Toutes les organisations de formation, depuis le démarrage de la crise Covid, ont fait preuve d'une capacité d'innovation de leur dispositif pédagogique comme ça n'avait jamais été vu. Alors arrêtons de parler de sacrifice. Il y a effectivement derrière cela un véritable professionnalisme des différents acteurs de la formation, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les GRETA, AFPA, organismes de formation professionnelle, que ce soit dans les CFA. Alors, ayons une vision lucide et une vision objective. Je vais m'en arrêter au simple exemple de mon établissement. Primo, qu'est-ce que l'on a mis en œuvre? La première chose qu'on a fait, c'est on suit les jeunes. On suit les jeunes. On a des contacts permanents avec les jeunes. On met en place, au-delà de la pédagogie, des véritables accompagnements. Sur la pédagogie, on a maintenu un certain nombre de cours, à la fois en distanciel, avec la fourniture des éléments possibles pour être en distanciel, et un relais permanent des équipes pédagogiques et des équipes d'encadrement pour s'assurer que le lien puisse se faire. Ça a été la première phase.
ça a donné lieu à des examens qui ont été faits en contrôle continu. Ça veut dire que pendant le premier confinement, nous avons travaillé en profondeur à ressortir les notations qui avaient pu être données pendant l'année, pendant ce qui précédait le confinement, pour pouvoir prouver que le dispositif de contrôle continu et le dispositif qui était posé n'était pas de la braderie de jeunes. Et puis ensuite, à la sortie du confinement, nous avons accompagné dans un premier temps les jeunes, compte tenu des jaugeages, les jeunes qui étaient le plus en décrochage et le plus en difficulté, avec des opérations ponctuelles pour les accompagner. Puis le déconfinement s'est fait et le retour au CFA. Ça, c'est la première phase. Pas de génération sacrifiée. Et les premiers responsables de la notion de génération sacrifiée, ce sont ceux qui considèrent que les années Covid sont des années où les jeunes n'ont rien fait. Ça, c'est le premier élément. Et je suis extrêmement clair dans mes propos. Deuxième phase, c'est la phase que nous connaissons depuis la rentrée de septembre jusqu'à maintenant et qui va se projeter jusqu'aux examens de juin 2021. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a articulé un certain nombre d'éléments. Les restaurants d'application sont fermés effectivement pour le public, mais nous avons prévu des modalités de restauration interne pour les besoins internes des établissements avec des règles sanitaires qui sont encore plus poussées que celles qui sont exigées dans la restauration traditionnelle pour que les jeunes soient dans des situations d'apprentissage et des situations réelles avec des exigences. Ça, c'est un premier élément. Parce que ces jeunes, effectivement, quand ils sont en service en salle, ils ne connaissent plus l'entreprise depuis un an. La seconde chose, c'est que nous mettons en place, au-delà des temps de formation traditionnels, des temps de formation sur, je dirais, le volontarisme, qui sont des temps de formation où nous les préparons, nous les accompagnons, nous les mettons en situation réelle d'entreprise pour accomplir telle ou telle chose. Je prends pour exemple, le 23 mars, nous avons des modules complémentaires pour préparer les examens sur les techniques de découpe, de flambage et autres. Le 24 sur les découpes de légumes. Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que, s'agissant des jeunes qui sont sortis, qui ont été diplômés en 2020, tout le monde est opérationnel. Il n'y a absolument pas de... Vous me dites qu'il n'y a pas du tout de perte, ni en savoir, ni en formation, ni en connaissance. C'est très clair. Vous n'aurez de la perte qu'à partir du moment où vous avez le dispositif d'enseignement qui, lui, s'est mis en attente. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas chez vous et ailleurs. Comment c'est? Ailleurs, c'est pareil. Je crois qu'il faut se rendre compte que la crise sanitaire a révélé de véritables pépites dans tous les dispositifs d'enseignement. Et peut-être qu'avant le Covid, on avait tendance à dire les lycées pro, c'est comme ça, quand les CFA en parlaient, les lycées professionnels parlant des CFA, ouais, bon, hein, les AFPA, les Greta, c'est fini. Je pense que la communauté éducative et de formation française a véritablement montré la capacité à. Maintenant, ceci ne gomme pas des difficultés individuelles de jeunes qui sont complètement perdus et que nous ramassons. Nous avons des systèmes de médiation, nous avons un certain nombre de systèmes pour les accompagner parce que c'est compliqué. Et comme le précisait Mme Ferrand, la grande problématique que nous avons aujourd'hui, les professionnels, avant la problématique économique, parce que la problématique économique, elle n'est pas pendant la fermeture avec le dispositif d'accompagnement, elle est à la reprise, parce que nous sommes des libéraux et que nous sommes dans une économie libérale, et que dans une économie libérale, au moment même où la reprise va se faire, le risque, c'est que les dispositifs s'éteignent, et quand les dispositifs s'éteignent, il faut revenir, comme quand on est dans la création d'entreprise, à cette fameuse logique. Au-delà de ça, la problématique des chefs d'entreprise, c'est le coup de bambou qu'ils ont pris sur la tête. Et ce coup de bambou, moi, personnellement, j'appelle des jeunes, j'appelle des restaurateurs, je repère, j'ai des restaurateurs qui font revenir les jeunes de temps à autre dans l'entreprise, ne serait-ce que pour avoir un contact, boire un canon et autres, uniquement pour garder le lien. Donc, ça veut bien dire qu'on n'a pas de sacrifice. Le sacrifice, il n'est pas chez les jeunes.
Le sacrifice, les jeunes, ils ont la chance, dans leur malchance, d'avoir des établissements de formation qui accompagnent. La problématique, c'est aujourd'hui, c'est les chefs d'entreprise, c'est-à-dire les restaurateurs eux-mêmes. Quel dispositif on met en accompagnement pour s'assurer ensuite que les liens se fassent et que la reprise puisse se faire correctement. Mais je ne peux Vous êtes pas... obligé d'avancer un tout petit peu, Monsieur Cohn. Je vais être obligé de passer la parole à un intervenant suivant. Je ne laisserai jamais entendre que l'on puisse sacrifier une génération ou que l'on accepte de dire que ces générations sont sacrifiées. Ça veut dire qu'on n'a pas le regard, et on n'a pas le regard suffisant de la réalité du travail qui a été fait dans les établissements. Le journal L'Hôtellerie-Restauration, le journal Zepro relate suffisamment d'expériences partout en France de ce qui se fait et de ce qu'il s'est fait dans le monde éducatif professionnel de l'hôtellerie-restauration pour se rendre compte qu'il n'y a pas de génération sacrifiée. Maintenant, sur l'attractivité post-Covid en matière de formation, c'est important et nous y travaillons au quotidien et nous y travaillons d'autant que nous avons maintenu nos relations d'excellence. Nous continuons à coacher les jeunes qui sont sélectionnés sur les concours, même quand il y a eu un certain nombre de concours qui ont été mis en veille. Les gens sont sélectionnés, nous continuons à leur proposer du coaching, des séances, des choses de ce type-là. Nous proposons des formations cumulées quand un patron vient se former sur de la vente à emporter, sur un certain nombre de techniques. Nous offrons aux jeunes d'être en binôme, le jeune qui est scolarisé chez nous, d'être en binôme sur ces ateliers et ces modules pour continuer à générer quelque chose et à préparer le post-Covid. L'enjeu, c'est quoi? C'est que nous accompagnons les restaurateurs à viser l'excellence, à susciter les vocations, à se différencier, à être en amont, en lien avec les attentes de consommation. Et c'est notre job. Et c'est là parce que les professionnels vont avoir besoin de ça pour rebondir. Et ça, c'est justement l'outil de formation qui permet le lien entre l'économie et l'apprentissage. Je vous remercie. On va passer sur une question plus professionnelle, plus dans la vie des restaurants. Question à Cyril Guédon. Quelle place pour le plaisir de la table, la convivialité? Alors vous êtes, en tant que professeur de salle, vous êtes auprès des métiers qui sont finalement les plus touchés par la crise sanitaire, dans la mesure où c'est eux qui doivent faire respecter les jauges actuellement. C'est une vraie réalité. Pour eux, ce n'est pas toujours facile de le faire comprendre aux clients, ainsi que les protocoles sanitaires, et c'est eux aussi qui doivent vivre avec toutes ces contraintes. Quel avenir pour les métiers de la salle à court et à plus long terme? Bonjour à tous. Donc déjà, je rejoins totalement mon confrère Jérôme Cohn sur le discours. On n'a pas sacrifié du tout la génération et au lycée Châteauneuf et dans beaucoup d'établissements, il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour accompagner les élèves dans le distanciel et pour mettre, j'ai envie de dire, les bouchées doubles en présentiel pour travailler sur la pratique et toutes les compétences qu'ils ont à développer tout au long de leur cursus. Et il y a eu énormément de choses de mise en place. Un exemple tout bête, nous, on a rajouté deux heures de pratique toutes les semaines en présentiel pour pas trop surcharger les emplois du temps, mais pour autant dynamiser malgré tout la partie pratique. Et on a énormément d'intervenants qui viennent. Cette semaine, nous avions Florent Maréchaux qui était là, chef exécutif chez Georges Blanc, qui cuisinait avec nos élèves de première bac pro. On a des formations barista qui sont faites à nos élèves. Donc, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Et je peux vous assurer que les élèves qui sont sortis l'année dernière méritaient leur diplôme pour ceux qui l'ont obtenu et ont les compétences professionnelles pour intégrer le milieu de la restauration. Pour parler plus précisément du métier de service dans lequel j'ai officié pendant une quinzaine d'années et que maintenant je transmets au travers de la formation des jeunes en CAP et en bac pro, moi j'aimerais que déjà on arrête de parler de métier de service. Uniquement, le diplôme qu'il travaille, c'est commercialisation et services en restauration, que ce soit pour les CAP ou les bac pro. Et dans l'intitulé du diplôme, il y a bien l'idée de commercialisation. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre un peu plus en avant. On s'arrête souvent au côté technique du service, porter les assiettes. Je dis aux élèves, je leur dis, vous n'êtes pas des transpalettes. Je dis, on ne porte pas les assiettes, donc ça les fait rigoler.
Mais si on porte juste les assiettes de la cuisine et qu'on les pose en salle, mais qu'on ne les commercialise pas, le client il n'obtient pas ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut, le client, et on l'a vu pendant cette crise sanitaire, effectivement, on a vu un engouement pour le fait maison, on a vu un engouement pour le mieux manger, mais on a vu aussi qu'on avait besoin des autres et il y a cette relation sociale, ce lien avec les amis, la famille, les voisins qui manque énormément. Et quand les restaurants ont réouvert, on a vu, hein, ils ont fait le plein. J'ai travaillé très longtemps sur La Rochelle. Mes confrères de La Rochelle, mes anciens collègues m'ont dit, on a fait le plein. Les clients, on les croisait dans la rue, ça nous manque, on va revenir vous voir, on a besoin de venir, on a besoin de l'ambiance, on a besoin du décor. Et il faut arrêter de limiter la restauration au côté repas. Finalement, un client qui vient au restaurant, il ne vient pas pour satisfaire un besoin primaire de manger, mais je pense qu'il vient pour une expérience, pour partager des émotions. Alors, ça peut être par rapport à une ambiance, par rapport à un décor, mais un cadre, bord de la mer, la décoration de la salle, mais c'est aussi toute l'atmosphère que va créer l'équipe de salle avec le maître d'hôtel ou le directeur de salle ou la directrice de salle en tant que j'ai envie de dire, chef d'orchestre ou on va dire metteur en scène. Et il a son équipe, les comédiens qui vont une fois que le rideau est levé, faire le spectacle avec différents types de spectacles en fonction des attentes. On a des clients qui vont préférer aller voir un ballet très bien orchestré et qui vont chercher un établissement gastronomique avec ce côté très technique du service, des découpages, des flambages. Il y a des clients qui préfèrent quelque chose d'un peu plus détendu, une ambiance de brasserie avec la convivialité, avec la serveuse ou le serveur qui est dynamique et qui va les reconnaître quand ils vont rentrer dans le restaurant, qui va les conseiller, qui va rigoler un peu avec eux. Et puis, on a les personnes qui vont venir pour un voyage, découvrir une gastronomie d'un autre pays ou une cuisine du monde, d'autres qui viennent pour un anniversaire de mariage et qui ont besoin d'intimité. Et c'est l'équipe de salle qui va travailler sur toute cette ambiance-là et qui va offrir aux clients un moment de bonheur, un moment de détente dont je pense tout le monde a besoin et encore plus dans cette période compliquée. J'ai eu l'occasion encore la semaine dernière de revoir un ami restaurateur. J'ai reçu ces deux jeunes apprentis en BP pour leur faire l'épreuve d'oral de BP pour les entraîner, parce que les jeunes viennent régulièrement en entreprise, ils travaillent sur leur dossier de BP avec le chef de cuisine, avec la responsable de salle, parce que, comme disait tout à l'heure M. Keun, ils veulent garder le lien avec leur équipe. Et ça continue, les jeunes ont des projets. Alors, il y en a qui parlent de vente à emporter, il y en a qui parlent… Effectivement, il va y avoir une transformation, mais ils aiment toujours ce métier, ils ont toujours envie de le faire. Alors, on voit des jeunes qui ont des inquiétudes. Nous, cette année, on a les secondes MHR, les métiers de l'hôtellerie-restauration qui est arrivé. On a des jeunes qui, il y a très peu de temps, en fin de service, sont venus nous voir avec mon collègue de salle et ils nous ont dit on se demande si on ne s'est pas trompé de métier parce qu'il n'y aura plus de boulot après dans la restauration. Et donc, il a fallu qu'on les rassure, qu'on leur explique que finalement, vous avez vu, les restaurants ont réouvert, tout le monde s'est rué dans les restaurants parce qu'on en a besoin, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Alors, en France, c'est quand même, c'est pas rien. La restauration, c'est l'image d'un pays tout entier. Hein. Donc, on les a rassurés et vraiment, ils ont vraiment un engouement pour la formation, que ce soit en cuisine ou en service. On a des jeunes qui sont motivés, qui parlent de poursuivre leurs études, puisqu'ils ont quand même une inquiétude à court terme, notamment plutôt les terminales qui, eux, disent est-ce qu'on rentre sur le marché du travail maintenant? Est-ce qu'on poursuit en BTS? Est-ce qu'on fait des mentions complémentaires pour se dire on attend un an de plus, que la situation soit stabilisée? Oui, il y a cette inquiétude, mais pour les jeunes qui débutent, nous, on les rassure. Voilà. Moi, j'aimerais juste que, voilà, encore une fois, on revienne commercialisation et services en restaurant, ce n'est pas juste du service, ce n'est pas juste porter des assiettes. Donc, il faudrait que déjà, dès l'orientation, c'est des fois un souci qu'on a quand on a les élèves qui arrivent en lycée professionnel, les élèves n'ont pas forcément la conscience de tout ce côté théâtral, finalement, du service et de tout ce côté relationnel. Et je pense que si c'était mieux vendu aux collégiens,
je pense que ceux qui veulent faire du commerce ou de la vente, parce qu'ils aiment bien être en contact avec les gens, ils viendraient aussi plus vers le service et on remplirait plus facilement, je pense, les sections de commercialisation et de service par une clarification de ce que c'est vraiment le métier de la salle. Un beau métier. D'accord. Écoutez, je vous remercie. On va revenir à l'impact sur les salariés aujourd'hui auprès de Christophe Lunet. La crise a-t-elle modifié les rapports humains dans l'entreprise? Alors déjà, on ne sait pas, je ne sais pas où il est. Moi, je ne le vois pas dans mon incrustation, mais bon, je ne sais pas. J'espère qu'il m'entend en tout cas, Christophe Lunet. Je vous entends. Je vous entends. Là, voilà, merci. Sur l'impact de la crise sanitaire sur les rapports humains dans l'entreprise, qu'en est-il? Déjà, qu'en est-il quand on ne s'est pas vu pendant si longtemps? Alors déjà, la première chose que je voulais dire tout à l'heure, on parlait de fatigue psychologique des restaurateurs et je tenais à préciser qu'elle est liée au manque de perspective. En fait, bien sûr, nous, on est prêts, on a hâte. Tous les collègues sont très, très motivés pour réouvrir. Donc, cette usure psychologique, je pense, va vite disparaître quand on aura un planning de réouverture, ce qu'on en attend avec impatience. Bien sûr, cette période est difficile, mais dans chaque période difficile, il y a des choses positives à aller chercher. Et je pense que les valeurs que cette crise fait ressortir, je dirais, sont très, très importantes. On voit bien qu'il y a l'aspect humain est remis au centre des préoccupations. Alors, pour certains restaurateurs qui sont engagés depuis longtemps, comme c'est le cas dans les restaurateurs de cuisine en Loir-et-Cher, dans des démarches où l'humain prédomine, puisqu'on s'approvisionne localement, on connaît nos producteurs, on connaît nos clients, on connaît nos équipes, je dirais que ça ne fait qu'accentuer cette volonté de poursuivre dans ce chemin-là. Et je pense qu'on parle souvent, on dit oui, il va falloir que la restauration innove, se réinvente. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, on va juste retourner aux bases de nos métiers. Il ne faut pas oublier que moi, je suis chef de cuisine, mais je suis avant tout restaurateur. Et je crois qu'il y a un point important que l'on a oublié, c'est le sens du mot restaurer. Restaurer, ce n'est pas juste donner à manger. Restaurer, c'est apporter du bien-être à ses clients, mais également à ses équipes. Alors nous, pour gérer au mieux cette période, je dirais, d'absence en entreprise de nos équipes, on a cherché, je dirais, à on a un petit problème de son, enfin du moins de mon côté en tout le cas. lien avec eux, en les Voilà. faisant. Non, ça recommence. Je ne sais pas si vous m'entendez. De nouveau, oui. Oui. De nouveau, là, oui. D'accord, bon. Très bien, excusez-moi. Je suis à la campagne, excusez-moi, donc les connexions sont pas toujours très stables. Oui, donc je disais, donc nous on a essayé de mettre en place, on a mis en place la vente à emporter pour garder le lien justement avec nos producteurs, avec nos clients, mais également avec nos équipes, puisqu'ils viennent une fois par semaine travailler avec nous. Et ça, c'est un point très, 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 très important de garder ce lien avec eux. Je pense aussi que cette crise actuelle va accélérer l'évolution, je dirais, de la gestion du personnel. Nous, ça fait des années, je dirais qu'on a pris conscience. Moi, j'ai débuté dans la restauration à une époque où on n'était pas payé cher, où on travaillait beaucoup, où on avait rarement des remerciements. Et ce sont des modèles que nous, on ne souhaite pas, qu'on n'a pas souhaité reproduire dans nos entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça, c'est une des choses aussi qui est positive. C'est que pour garder son personnel, il faut le traiter convenablement, respecter la législation. Ça, je pense que c'est plutôt aussi un point positif et que cette crise va accélérer cette prise de conscience chez les restaurateurs. Je pense que c'est un point important. De plus, on s'est rendu compte de l'importance, je dirais, du rôle sociétal en fait, du restaurant dans la société française, puisqu'à la réouverture, les clients se sont précipités en masse pour revenir dans nos établissements et on a pris conscience. Moi, j'ai pris conscience, si vous voulez, que ça m'a confirmé que les gens venaient chez nous, pas uniquement pour la cuisine, mais M. Guédon parlait des métiers de la salle, et les gens revenaient pour voir ma femme, pour échanger avec elle, pour raconter les histoires du confinement, savoir comment s'était passé le nôtre. Il y a d'ailleurs beaucoup de clients qui nous ont appelés pendant les confinements pour savoir comment on allait. Et je trouve que tout ça nous a
remis à notre place. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour apporter du plaisir, pour faire le lien entre les gens. Hein. En effet, on est des lieux de convivialité. Et ça reste des points très, très positifs. Après, de ce confinement, je dirais qu'il va permettre aussi une prise de conscience, malheureusement, chez certains salariés qui avaient peut-être des doutes ou commençaient à se poser des questions par rapport au fait de rester dans nos métiers, par rapport aux contraintes. Moi, j'ai le cas avec mon second qui m'a annoncé qu'il allait changer de voie parce qu'il il a eu une petite fille. Et donc, il restait travailler avec moi parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et puis, je dirais que les 2 confinements successifs lui ont fait prendre conscience qu'il souhaitait se consacrer davantage à sa vie de famille. Donc, il va quitter mon entreprise. Après, comme je dirais, je pense qu'on a de bonne gestion humaine, on a de bons rapports humains. Il m'a prévenu, il m'a dit voilà, je vous laisse le temps qu'il faudra pour que vous trouviez un remplaçant. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir aussi une prise de conscience chez les gens en fait, qui hésitaient, qui ne savaient pas, peut-être qui n'étaient plus très heureux dans notre métier par rapport aux contraintes que l'on peut avoir et qui vont sauter le pas et aller vers d'autres secteurs. De ce point de vue, vous pensez qu'il y a vraiment un effet de la crise sanitaire sur le comportement, sur les prises de conscience éventuelles que les gens peuvent avoir de leur carrière et du besoin de changer de voie? Oui, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé puisque, en fait, le changement de rythme de vie, hein, automatiquement, le temps que l'on a, hein, nous, on passe beaucoup de temps en tant que patron, je dirais, à réfléchir au modèle de gestion justement de nos entreprises. Et je pense que c'est normal que les salariés se posent les mêmes questions par rapport à leurs attentes, hein, par rapport à leur vie personnelle. Et je dirais que même, je trouve ça positif quelque part parce que bien sûr, bon, je suis triste que mon salarié me quitte. Après, il l'a fait de façon très, très convenable et je suis heureux quelque part pour lui qu'il parte, voilà, qu'il ait fait des choix forts pour lui d'être plus présent auprès de sa fille. Et voilà, je trouve que donc ça reste, il faut pas, je pense que c'est une des choses qu'on a appris aussi, c'est qu'il ne faut pas être égoïste, c'est-à-dire que oui, nous, on a la gestion de nos entreprises, mais on a aussi le bien-être de nos salariés. Et si un salarié estime que maintenant, il est venu pour lui le temps de partir vers autre chose. Je pense que c'est bien aussi, il faut le respecter. Je pense que ça, c'est important. Après, il y a aussi un autre problème. Hein. Moi, j'ai 2 restaurants et lors du 2e confinement, mon chef sur le 2e restaurant m'a posé la question à savoir si j'allais pouvoir lui maintenir son salaire à 100% ou non, parce que pour lui, perdre 16% de salaire par rapport à ses emprunts et tout ça, c'était problématique. Hein. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté financier hein, qui peut avoir poussé certains salariés à quitter la profession pour pouvoir continuer à payer les charges qu'ils ont à la maison. Écoutez, il faut espérer qu'en retour, la crise sanitaire aura permis à des salariés d'autres branches de penser à leur avenir professionnel et peut-être à rejoindre la restauration. C'est le moins qu'on puisse espérer. Il y a juste aussi toute une. Je dirais qu'il faut aussi souligner. Moi, j'ai des apprentis et dire qu'ils sont très motivés, qui ont envie de revenir. Voilà, les jeunes, ils sont là. On va dans les CFA. Enfin, Sabine Ferrand organise des réunions au lycée hôtelier, au CFA. Enfin, quand on y va, les jeunes, ils sont motivés. Et dès qu'on les rassure en leur disant, mais nous, on sera présent, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vous embaucher. Et vous inquiétez pas, on tiendra compte du fait qu'il vous manque des périodes de stage, qu'il vous manque 7 mois en entreprise pour les apprentis sur la dernière année. Mais n'ayez pas de crainte par rapport à l'avenir de notre profession. On aura toujours besoin de main-d'œuvre et on aura besoin de vous. Donc, je pense que les jeunes sont motivés, ils ont envie, ils ont juste besoin d'être rassurés, c'est tout, comme les chefs d'entreprise. Écoutez, moi j'entends quand même beaucoup de choses optimistes de vous 4. Donc tout ça est tout à fait encourageant pour la suite. Dans les mois et les années qui viennent, dans votre région qui est très touristique, vous n'allez pas beaucoup pouvoir compter sur les touristes internationaux. Vous allez avoir essentiellement une clientèle, peut-être pas beaucoup d'Américains et de Japonais quand même, Sabine. Sabine, dont le micro est coupé, qu'on n'entend pas, mais je merci râle. pour elle. Si.
Oui, bon, là, cette année, début d'année prochaine, je pense que ce sera un petit peu compliqué. Ceci dit, moi, je suis très surprise pour travailler beaucoup avec le Japon, notamment, l'envie, l'engouement de revenir en France. Donc, je suis plutôt aussi positive sur le tourisme étranger. Sitôt que les frontières vont être réouvertes, nous allons... moi, je suis très positive sur ce point-là. Alors là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un... Je pense que c'est une période à passer. On va la passer ensemble. On a aussi nos tourismes nationaux, français, du coup, qui vont apprendre à mieux connaître leur pays, mieux connaître leur région, mieux connaître leur tourisme local. Et on va avoir cette manne de touristes étrangers qui va arriver dans quelques mois. Et moi, je compte bien dessus et je suis très positive là-dessus. J'en mettrai ma main à couper. Bon, attention la main quand même, hein, si jamais il y avait quelque chose, hein, Sabine. Bon. Toujours est-il que ces derniers mois ont montré un engouement des gens pour le bien manger. Ils ont beaucoup consommé, que ce soit en vente à emporter dans les restaurants ou sinon ils ont beaucoup acheté au supermarché. Il suffit de voir les résultats éclatants de la grande distribution. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses positives pour redémarrer. Il suffit de vous écouter tous les quatre. On a beaucoup d'atouts. Aujourd'hui, on se doute que la clientèle va être là au rendez-vous. Est-ce qu'elle elle est avide d'aller au restaurant? Est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va être juste un effet saison? Qui répond? Christophe Lunet? Oui, écoutez, moi je pense que ça va durer, hein, parce que je me rappelle, hein, lors du premier confinement, on nous annonçait, voilà, on nous disait quand vous allez rouvrir, si vous faites 30% de votre chiffre d'affaires sur l'année, ça sera déjà énorme. Or, on a vu que dès qu'on a réouvert, un engouement pour la clientèle locale, de la clientèle locale qui est venue en masse dans nos établissements. Et on a enchaîné avec une saison touristique voilà, de très très haut niveau en termes de fréquentation. Et donc, moi, je suis assez confiant sur le fait qu'on va continuer à bien fonctionner. Après, je pense que ça dépend vraiment du positionnement. Alors, je ne vais pas parler en termes de gamme de restauration, mais plutôt en termes de rapport qualité-prix. Et je pense qu'aujourd'hui, le client, si vous voulez, il est pas dupe. C'est-à-dire que moi, j'aime bien parler souvent d'authenticité, hein, dans le sens où les clients d'aujourd'hui, ils vont vouloir, ils veulent de toute façon, mais ça, c'est un phénomène qui a commencé il y a une dizaine d'années qui va s'accentuer avec la crise. Ils veulent de la traçabilité, ils veulent qu'on leur raconte des histoires, ils veulent sentir la sincérité du restaurateur qui va chez ses producteurs, qui travaille avec des vignerons locaux. Et donc moi, je suis assez confiant par rapport à, je dirais, à les récompenses que vont avoir tous ces restaurateurs, hein, de tout type de restauration, qui travaillent comme ça depuis des années. Et je pense qu'on a la chance, hein, d'être dans une région où le bien manger, je dirais, fait partie vraiment de la politique, hein, qui est mise en place par la région à travers le développement du titre maître restaurateur par la région Centre-Val de Loire et la CCI Centre-Val de Loire. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des actions qui sont mises en œuvre. Nous, on travaille beaucoup, je dirais, au rapprochement aussi avec les producteurs, avec les vignerons, mais également avec les acteurs du tourisme, parce que c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on s'est rendu compte l'année dernière que la force de nos réseaux était très très importante pour la survie de nos entreprises, hein, et que s'il n'y a pas de restaurant, c'est difficile pour les sites touristiques. Et puis il y a un point aussi important, c'est que en tout cas nous dans le Loir-et-Cher, on travaille de plus en plus avec le lycée hôtelier, c'est-à-dire que les professionnels se rapprochent beaucoup des formateurs. Et moi, je crois beaucoup en cela, puisque on a des projets, on en parlera peut-être avec le campus, voilà, pour amener aussi les jeunes vers cette cuisine, vers cette restauration de qualité qu'on pourrait qualifier d'humaniste peut-être, pour aller vraiment vers le bien-être des gens, de la nature. Enfin, voilà, il y a plein de beaux projets à mener et je pense que tout ça, ça reste positif et c'est pour ça que les clients seront présents. On voit de plus en plus d'ailleurs de rapprochements très constructifs entre les restaurateurs d'une part et le monde de la formation et de l'éducation d'autre part. C'est quand même un gros changement par rapport à ce qu'on a connu dans les décennies précédentes. C'est très encourageant aussi, il faut le souligner. Sabine Ferrand, en un mot, est-ce que aujourd'hui, après cette, ce qu'on peut appeler cette glaciation de 8 mois ou plus, les restaurants vont devenir plus
plus quotidien dans la vie des Français? Est-ce que les Français vont aller plus au restaurant qu'avant, avec plus d'attentes, notamment en qualité? Est-ce qu'il y a un nouveau mode de consommation? Alors bien sûr, ils ne sont pas revenus encore, hein, les clients, mais qu'est-ce que tu en penses? J'entendais tout à l'heure Christophe dire qu'on ne réinventerait pas la cuisine, et ça, Christophe, tu as tout à fait raison. Par contre, non, on doit réinventer notre attractivité par rapport à nos conditions de travail, à l'attractivité de nos métiers, qui fera que ça fera basculer le changement de consommation de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment qu'en France où on se rend compte que les restaurants sont ouverts de midi à 14h ou de 19h à 21h30, chose qui, à l'étranger, où on peut manger toute la journée. Et il y a aussi, on parle souvent de nos problèmes. Moi, je me souviens, il y a quelques années, nous sommes allés en Irlande. Et en Irlande, vous imaginez que même le dimanche, les fournisseurs livrent les restaurants en poisson frais, en viande, tout ça. Et je me dis que là, ils n'ont pas de turnover de personnel. Voilà, ils ont su s'acclimater à la demande ou créer un besoin chez la clientèle. Et du coup, il y a certainement des idées à prendre là-dessus, nous, en France, pour du coup avoir une attractivité plus importante pour recruter, mais également une attractivité importante de nos clients en leur donnant peut-être des services plus longs en journée. Alors ça, justement, c'est un problème qui touche vraiment les ressources humaines dans la restauration. Si on pouvait éviter la coupure, parce que derrière c'est une des conséquences, si on arrive à avoir une amplitude d'ouverture et de service beaucoup plus grande, on élimine le problème de la coupure qui est un véritable répulsif pour beaucoup de salariés. Très rapidement, l'un et l'autre, les deux restaurateurs, Sabine d'abord, c'est faisable? Oui, non. Est-ce qu'on peut changer les modes de consommation des Français là-dessus à moyen terme? Écoute, on le voit très bien dans les grandes villes. Pourquoi on ne le verrait pas ailleurs, hein? Oui, enfin dans les établissements très touristiques. Christophe Lunet? En fait, je pense que ça dépend des établissements. Moi, je suis en pleine campagne. Oui, voilà, je n'ai pas beaucoup d'intérêt, je dirais, à ouvrir. Par contre, mon deuxième établissement est au pied d'un château. Donc là, en effet, on fait un service continu, enfin, en tout cas sur toute la journée. Donc, je pense que oui, ça dépend après de chaque positionnement de chaque établissement. Après, parce qu'il faut quand même qu'on calcule en fait, le coût engendré par une ouverture plus grande. Enfin, voilà, il y a aussi des notions de rentabilité. Après, pour répondre sur le problème de la coupure, aujourd'hui, moi, mon équipe, je l'organise au maximum en horaire continu. Hein, voilà, avec une personne en ouverture, une personne en fermeture, une personne en coupure, et ça tourne. Donc, en fait, ils sont en coupure une fois toutes les 3 semaines. Ça nous donne des très, très bonnes conditions de travail. Donc, comme disait Sabine, je pense que quand je parlais de ne pas réinventer des choses, c'est par rapport aux valeurs de la restauration qui font ce que l'on est. Après, par contre, il faut qu'on modernise toutes nos approches et nos façons de travailler. Il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que les jeunes ont beaucoup d'idées aussi. Et voilà, et donc il faut être à l'écoute et vraiment travailler tous ensemble parce qu'il y a plein de choses à améliorer. Merci. Jérôme Cohn, on parlait d'une évolution dans les goûts et les attentes des consommateurs qui se sont jetés sur le bien manger, qui ont beaucoup consommé, le plus souvent chez eux ou en vente à emporter ces derniers temps. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'adapter la formation à ces attentes renforcées des consommateurs, aussi bien sans doute en qualité qu'en quantité? Alors, vous posez une très bonne question, puisque depuis 3 ans que je suis à la direction de CFA orléanais, et après avoir également créé l'école française de gastronomie et de bistronomie à Orléans, tout le principe des enseignements est d'avoir investi dès le départ dans la veille attente consommation sur tous les pôles de l'établissement. Et nous allons au-delà des programmes académiques, c'est-à-dire que nous sommes en lien avec les principaux fabricants d'équipements dans les différents métiers. Dans l'hôtellerie-restauration, nous disposons d'une cuisine connectée 3.0 qui vient d'être renouvelée par l'industriel qui a fait évoluer son matériel et qui, par contrat, nous modifie l'endroit. Un établissement, par la voie de l'apprentissage, c'est avant tout
un incubateur de pratiques, de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies professionnelles. Ça veut dire que c'est également un établissement qui est en veille permanente et qui dispose de la veille permanente sur les tendances de consommation, les tendances immédiates, les tendances à venir. Ça veut dire qu'au-delà du programme académique, nous inscrivons dans tous les dispositifs de formation des programmes qui sont propres aux attentes et à la situation conjoncturelle des professions. Quand M. Macron a annoncé au mois de novembre le confinement, dans la nuit, les travaux ont été effectués par l'établissement et nous réunissions dès le lendemain midi les représentants des professionnels de l'hôtellerie-restauration pour leur proposer des modules de formation, d'accompagnement pour permettre aux restaurateurs d'aller sur le champ de la vente à emporter, formés, aiguisés à la fois à tout ce qui est législatif, hygiène, mais également au packaging, au dressage et aux données techniques qui font que ce métier peut être fait un peu différemment parce que la vente à emporter est totalement différente de la restauration traditionnelle. On doit être là, et c'est là, en tout cas, c'est ce que nous faisons dans notre établissement, c'est que nous devons avoir l'agilité nécessaire pour accompagner en permanence les professionnels, les jeunes, mais avoir aussi sur partie un temps d'avance, c'est de tout de suite être prêt à anticiper. Et la désolation que je peux avoir dans un établissement comme le mien, c'est que quand on a une école de gastronomie et de bistronomie emprunt sur les réels codes de la bistronomie avec à sa tête un directeur qui est le tendanceur de la bistronomie française, c'est de n'avoir quasiment aucun stagiaire en formation qui émane sur la partie de l'école de bistronomie de la région centre. Ce sont des restaurateurs, des professionnels qui viennent de l'étranger, qui viennent des autres régions françaises, qui sont accompagnés par des chefs de renom. Et je n'arrive pas à mobiliser dans ma propre région les restaurateurs autour de cette dynamique-là. Mais c'est l'occasion de poser la question à deux d'entre eux. C'est le souhait le pourquoi C'est le souhait le plus grand parce que un organisme de formation ce n'est pas qu'un formateur de jeunes. Un organisme de formation, c'est l'avantage d'un organisme qui est un organisme de formation consulaire, c'est que nous disposons de la capacité d'être un incubateur et un levier. Et ça, je pense que les professionnels, à ce jour, ne l'avaient pas compris et commencent à le comprendre par la difficulté de la crise sanitaire qui permet de voir les réels effets du travail qui est fait sur l'établissement. Et on peut se demander quand même, Monsieur Cohn, pourquoi cette notion de tendance n'est pas inscrite partout, dans tous les établissements. Parce que d'abord, c'est un métier. Le métier de la veille, c'est un métier. La veille coûte excessivement cher et que c'est un choix stratégique d'établissement. Un établissement de formation, c'est une entreprise, quelle qu'elle soit, qu'elle ait un statut public ou privé, c'est une entreprise. Là, un établissement, c'est un producteur de pédagogie. Et la production de pédagogie, la matière, ce sont les apprenants. Et les donneurs d'ordre, c'est qui les donneurs d'ordre? Ce sont les entreprises. Et la problématique, c'est qu'un organisme de formation comme un CFA, on va dire que c'est un organisme de production de pédagogie en sous-traitance, comme l'est la sous-traitance industrielle. C'est-à-dire que très souvent, le financeur n'est pas l'entreprise, c'est encore un tiers. Et que soit vous avez des chefs d'entreprise qui comprennent cela et qui rentrent dans cette dynamique-là, vous en avez d'autres qui attendent sur ces financeurs et que le temps de remplir un dossier de financement, quand ça coûte 80 € la séance de formation, le temps d'avoir la réponse des organismes de financement de la formation, on est déjà passé à autre chose. Et la problématique des chefs d'entreprise, c'est de se saisir de l'instantanéité des choses qui sont proposées quand elles répondent à une anticipation à très court terme des évolutions et des besoins de consommation. Et Mme Ferrand a raison, hein. La cuisine en elle-même et le métier ne changent pas lui-même. C'est la façon d'aborder les choses et l'innovation, elle est dans l'offre qu'on est capable de faire, dans la capacité à décoder les attentes des consommateurs. Monsieur Lunet le dit, il y a certains lieux
de restauration qui nécessitent une ouverture sur des amplitudes très longues. Il y a d'autres lieux qui ne nécessitent pas, c'est la conjonction du marketing, du commerce qui vient aujourd'hui s'opposer à des professions qui n'étaient peut-être pas enclins à cette sensibilité-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement à faire de tout à fait constructif à travers l'expertise que vous avez au sein de la bistronomie et au sein de ce pôle d'observation des tendances? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apporter sous forme de consultant aux restaurateurs? Je pose la question d'abord à Sabine Ferrand. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt réel pour la restauration à suivre justement l'évolution de ces tendances et à les anticiper? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose une synergie qui peut se créer d'un côté entre cet organisme et la restauration? Pas nécessairement au titre de la formation, mais plutôt simplement au titre de l'expertise. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec M. Cohn et ça fait un petit moment que je regarde ce qu'il propose au niveau du CFA, notamment pour les professionnels et pour leurs salariés. Et je trouve que ce sont des idées qui seraient à reprendre partout parce que c'est vraiment un grand coup de pouce pour les professionnels. Et ces petits modules permettent d'apprendre vite, rapidement, c'est pragmatique, c'est simple et c'est peu coûteux. Et vous l'avez dit, on ne s'en saisit pas suffisamment. Donc là, je pense effectivement qu'il y a peut-être aussi un problème de communication où nous, professionnels et centres de formation, on a peut-être juste un problème de communication sur ce qui est possible de faire aujourd'hui. Mais bon, il faut dire aussi qu'on a eu quand même nos OPCO qui se sont transformés récemment. Donc, ça a libéralisé un petit peu tout ça. Nous avons la crise sanitaire qui est tombée également là-dessus. Donc, on est arrivé dans un espèce de bloubli-boulga où on a du mal à récupérer un petit peu toutes les informations. Mais effectivement, là, je suis tout à fait d'accord avec M. Cohn sur ces petits modules de formation qui peuvent donner un coup de pouce terrible aux professionnels et qui permettent, parce que bon, on a tout le temps, le problème, c'est qu'on a un problème de renouvellement quelquefois sur nos cartes, sur nos assiettes, et c'est vrai que voilà, il faut vraiment une conjonction de tout ça pour monter en puissance, et je pense très sincèrement que ça peut filer un bon coup de main à la restauration, et ça permet aussi de se tenir un petit peu en retrait, de voir ce qui se fait, l'efficacité et de grandir aussi dans son entreprise et au sein de son entreprise. Quelquefois, il y a des choses qui nous manquent comme ça et c'est vraiment le coup de pouce qui nous fait basculer. Vous savez, un exemple très clair, hier, il y a une délégation libanaise, d'investisseurs libanais qui sont à la tête de très grands groupes hôteliers dans les Émirats arabes notamment et en Afrique, qui viennent ressourcer dans notre CFA pour saisir ces choses. Et mon grand regret toujours, c'est de se dire, mais finalement, on a des personnes qui viennent de France entière, de pays, dans des périodes où on n'arrive pas, soi-disant, voyager. Et j'ai des délégations qui arrivent et je n'arrive pas. Et Madame Ferrand, on va prendre rendez-vous et on va voir comment être compris par les restaurateurs locaux de l'opportunité extraordinaire qu'ils peuvent avoir sur le terrain de la région Centre-Val de Loire. Est-ce que vous pouvez communiquer ensemble, peut-être, en direction des professionnels pour justement les orienter vers ce qui est du marketing, mais peut-être aussi une adaptation à de nouvelles pratiques, de nouvelles technologies, et finalement de permettre à la restauration de coller avec le marché, de rester en phase? On peut espérer quelque chose prochainement? Pourriez? On n'a pas de souci. Encore une fois, je pense que la crise sanitaire et les perspectives de sortie de la crise poussent à ce rapprochement. Il faut être honnête. Au départ, quand j'ai posé le principe de ces écoles et de ces systèmes, les professionnels étaient dans leur démarche. Et on sait, la vie d'un professionnel de l'hôtellerie-restauration, c'est une vie dense, compliquée, le nez dans le guidon en permanente et l'incapacité de sortir. Là, il y a eu une phase d'une année extrêmement difficile qui est propice à une véritable réflexion de part et d'autre, à la fois
pour nous positionner correctement dans un discours qui soit compréhensible et perceptible, et d'autre part, de la part des professionnels pour saisir l'opportunité qu'ils ont d'avoir un outil, et aussi, il n'y a pas que le nôtre, hein, certainement que les autres outils de formation qui existent ont leurs spécificités, leurs accroches. La spécificité orléanaise, c'est effectivement sur une part la bistronomie et l'autre part la veille, consommation et d'être un incubateur de technologie, de pratique qui est conditionné par les attentes de consommation. Fort bien. Du côté des professionnels aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose qui vous semble devoir être intégré dans les formations? Je parle aux deux restaurateurs qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez quelque chose à dire aux établissements de formation sur ce que vous voudriez? En fait, nous, ce que l'on souhaite, c'est comment dire, justement qu'il y ait une revisite des formations. On travaille d'ailleurs avec le campus à la mise en place d'un label circuit court sur les bacs pro, puisqu'on a envie en fait de pouvoir travailler main dans la main avec l'éducation nationale, avec les producteurs, avec les vignerons, avec les restaurateurs, pour pouvoir former dès le lycée ou dès le CFA, je dirais, les élèves à cette notion de cuisine de qualité, et cuisine de qualité qui n'est pas faite que dans les restaurants gastronomiques, mais qui est proposée dans tout type de restauration. Donc là, c'est un beau projet. Cuisine en Loir-et-Cher a proposé cette idée. Enfin, moi, ça fait 2 ans que je travaille avec Charlotte sur ce projet. On va se réunir la semaine prochaine pour commencer à travailler sur cette option, donc qui devrait comment dire, voir le jour pour la rentrée de 2022. Donc voilà, je pense que ça, c'est une belle chose. Et quand moi, je vois le campus avec Sabine et Lumi, qui a un rôle très, très important aussi au niveau du campus, voilà, je pense que quand je vois ce rapprochement entre les professionnels et le monde de l'éducation, je suis rassuré quant à l'évolution des formations. C'est important qu'on échange de plus en plus, parce que voilà, il faut qu'on apprenne à se connaître, et surtout, il faut qu'on ait des formations qui soient adaptées aux attentes des professionnels, et puis aussi, je dirais, qui donnent un socle. Quand on parle de bien manger, quand on parle d'approvisionnement local, mais également, je tiens à préciser que voilà, pour nous, ce label circuit court concerne également les métiers de la salle, puisque c'est très, très important. Comme le disait M. Guédon tout à l'heure, travailler en salle, c'est pas porter des assiettes, c'est avoir un rôle, mais essentiel. Un restaurant, c'est une équipe qui travaille tous ensemble, et aujourd'hui, il y a une surmédiatisation des chefs de cuisine. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on soit dans l'humilité, parce qu'un chef sans son équipe de cuisine et de salle, il n'est rien. Et je pense voilà, la possibilité donc, d'aller vers des diplômes où on va parler circuit court, où on va emmener les élèves rencontrer des producteurs, ou je dirais inversement, les lycées agricoles vont venir dans les lycées hôteliers pour voir ce qu'on fait de leurs produits, où on va créer l'interaction entre chaque acteur d'un territoire. Moi, je trouve que voilà, c'est primordial pour préparer les jeunes de demain à venir travailler dans nos entreprises, mais également apporter des valeurs autour du bien manger. C'est important. Oui. En tout cas, c'est un changement aussi, c'est une évolution dans le métier de restaurateur. Aujourd'hui, les achats, il ne suffit plus d'aller sur un marché d'intérêt national ou d'aller chez un grand distributeur. Aujourd'hui, on achète en circuit court, il faut avoir une meilleure idée de ce qu'est la qualité du produit. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très, très net, de plus en plus répandu. Tout le monde veut s'approvisionner en proximité, en qualité, et les clients y sont sensibles. Donc c'est aussi c'est une évolution importante. Est-ce que vous avez l'impression que la crise actuelle a servi à renforcer les circuits courts? Est-ce que les restaurateurs ont profité de ces mois de fermeture pour tisser des liens avec des producteurs locaux ou des producteurs alternatifs à ce qu'ils pouvaient trouver chez les grands distributeurs? Oui, Sabine ou Sabine, Sabine, oui, excusez-moi. Christophe. Sabine, je te laisse.
Je pense effectivement que mais cette relation avec nos petits producteurs, enfin nous en région Centre-Val de Loire, c'est des choses qu'on a tissées depuis des années. Nous, ça fait 20 ans qu'on est en restauration. Ça fait 15 ans qu'on achète nos bœufs sur pattes, c'est-à-dire qu'on va les choisir chez le fermier à 25 km de chez nous. On les fait emmener à l'abattoir de Valençay, toujours en région Centre-Val de Loire. Mon mari va les récupérer en camion frigo, c'est lui qui les débite au restaurant. Les cochons, c'est pareil. Les fromages sont pris à 5 km. C'est quelque chose on le maîtrise très bien, mais je pense qu'on a eu quand même un grand problème, et c'est quand même le problème de nos professionnels, c'est la communication de ce qu'ils savent faire en fait. Et notre problème, il est là. On ne sait pas communiquer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on est capable de faire et les évolutions qu'on est capable d'apporter à nos restaurants, à nos établissements pour nos clients. Et ça, c'est ça ce qu'il faut travailler aujourd'hui également. Parce que les circuits courts, tout le monde parle de circuits courts, mais beaucoup travaillent déjà en circuit court depuis de nombreuses années, mais n'ont jamais su le vendre aussi. Et moi, c'est ça ce qui me chagrine, en fait, c'est le manque de communication, le non-savoir-faire sur la communication. Et je pense que c'est un gros problème de nos professionnels. Justement, pour conclure cet échange, je vais donner la parole à Cyril Guédon, puisque tu parlais de communication. Aujourd'hui, communiquer sur ces formations, en particulier les formations de la salle, est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Quelles initiatives peut-on prendre pour mieux communiquer sur les métiers de la salle et y attirer plus de jeunes, plus de gens en général? Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui peuvent venir dans ces métiers, on espère aussi des reconversions. Oui, tout à fait. Alors, je suis désolé, j'ai été un tout petit peu coupé tout à l'heure, donc je n'ai pas suivi toutes les discussions. Je rejoins mes collègues sur les intervenants sur les nombreuses choses qui sont déjà en place. Moi, j'ai eu l'occasion de diffuser pendant quelques années le permis de former quand j'étais enseignant en CFA à La Rochelle. Le permis de former, on parlait tout à l'heure, M. Lunet parlait de respect du personnel. Le permis de former est quand même une belle formation qui est tout à fait accessible et qui permet aux entreprises de revoir un petit peu comment bien accueillir un apprenti en entreprise. Et c'est quelque chose qui va être diffusé par, moi à l'époque c'était par la Chambre des métiers, je pense que les CCI le font aussi, donc il y a déjà des choses qui sont en place, et j'ai travaillé également 15 ans en restauration, et je rejoins Madame Ferrand. J'ai quitté la restauration pure pour venir dans l'enseignement il y a maintenant 5 ans. On faisait déjà du circuit court, c'est quelque chose, travailler des bons produits locaux et de saison, c'est quelque chose que les restaurateurs savent faire depuis des années. Disons que maintenant, on en parle beaucoup plus. Au niveau des formations, au niveau des référentiels, que ce soit pour les bacs, les BTS, les CAP, le développement durable, les circuits courts, ça fait partie intégrante des référentiels. L'interaction avec les entreprises, comme je vous disais, on a des intervenants qui viennent régulièrement, que ce soit pour des formations barista, pour des formations pour des chefs de cuisine qui viennent. Nous, on a profité de cette situation sanitaire. On a les restaurateurs de la région autour du lycée qui sont plus disponibles, malheureusement, du fait de la crise, et ils ont été super disponibles pour nous. Et quand on les sollicite, ils viennent, et les jeunes apprécient ça, parce qu'il y a vraiment effectivement, les stages qui n'ont pas pu se faire, ça joue sur le moral des jeunes. Ils ont envie d'aller voir ce qui se passe en entreprise. Quand on vient dans un lycée professionnel ou dans un CFA, je pense que c'est aussi parce qu'on a envie de rentrer dans le monde du travail. Donc, de ne pas pouvoir aller en entreprise ou faire les stages, ça a créé quand même une espèce de morosité pour les jeunes. Ils attendent que ça, qu'on leur dise « c'est bon, vous y allez, vous partez la semaine prochaine ». Je pense que tous les élèves qu'on a aujourd'hui au lycée, on leur dit « vous partez demain », ils font leur sac, ils partent en entreprise. Ils en ont envie. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place, il faut en parler et dynamiser un peu la communication par rapport à ça. Donc, nous, on le fait notamment cette année avec les CAP, avec la transformation de la voie professionnelle. Le CAP est devenu un CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. L'hébergement est venu se rajouter et il y a une épreuve, une notion de chef-d'œuvre qui doit être mise en place. Cette année, nous, le chef-d'œuvre des terminales CAP, c'est la mise en avant de la filière hôtellerie-restauration au travers d'une page des réseaux sociaux. Donc, les jeunes font des vidéos, ils ont tous choisi un thème.
Ça peut être le développement durable, ça peut être les techniques de service, ça peut être les eaux minérales, le service du vin. Et du coup, les jeunes prennent du plaisir à prendre des photos, à filmer, à faire des montages vidéo et à transmettre, à diffuser, à dire à leurs collègues, allez voir ce qu'on a fait, on a diffusé ça sur la chaîne YouTube du lycée et on communique plus. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute des jeunes et ils sont en plus force de proposition, ils ont plein d'idées pour mettre en avant ce qu'ils font et ils se sentent valorisés et ils en ont besoin de cette reconnaissance. Tout comme les clients ont besoin de reconnaissance quand ils viennent au restaurant, bon, nous, les jeunes au lycée, ils ont besoin de reconnaissance par rapport à la formation qu'ils font. Et je pense qu'il va falloir communiquer davantage par rapport à ça. Et encore une fois, mettre en valeur le métier de service par rapport à cette, comme disait M. Linet, surmédiatisation des chefs de cuisine avec toutes les émissions qu'on peut voir et qui donnent une image très, comment dire, des fois un peu trop bling-bling, je trouve, du métier. Il faut montrer vraiment la réalité. C'est un côté, écoutez, nous, on est dans l'authenticité. Voilà. Mais Cyril Guédon, j'ai simplement Charlotte qui me fait signe qu'il est temps de donner la parole au public. Je vous remercie tous les quatre. Vous allez être appelés aussi à intervenir pour répondre à différentes interpellations des gens dans la salle virtuelle. Charlotte? Oui, bonjour à tous. Alors, on a pris un petit peu de retard, mais nous avons encore du temps pour les échanges. C'est ma faute, Charlotte. Oh, il n'y a aucun souci. Je pense que les échanges étaient particulièrement intéressants et très riches pour le public. Donc, ça va sans doute susciter de l'intérêt. Alors, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat ou alors directement lever la main grâce à l'outil réaction que vous pouvez voir en bas à droite donc, de votre écran. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Patricia, est-ce que tu veux prendre la parole? Elle nous parle, donc Patricia Perceval dans le chat, des opérations défis en Centre Val-de-Loire qui vont permettre effectivement de former de manière très personnalisée les demandeurs d'emploi dans la région, notamment en associant les restaurateurs au recrutement dès le départ dans les formations. Patricia, éventuellement, tu veux peut-être évoquer les défis? Oui, je veux bien évoquer les défis. Oui, c'est ces dernières réflexions sur les métiers de la salle qui m'ont fait réagir. Et en entendant Christophe Luner parler des métiers de la salle, moi, ça m'a fait penser à une discussion qu'on avait eue sur ces métiers. J'avais trouvé très éclairante sur la façon dont vous parliez des métiers de la salle et de l'importance qu'avait l'acteur de la salle pour la restauration. Voilà. La région Centre a lancé son nouveau programme régional de formation là, pour les 4 ans à venir. Et sur cette programmation 2021, a mis l'accent fortement sur les métiers de la salle parce que je pense qu'effectivement, la région est consciente de la nécessité et de vos besoins importants sur ces métiers de la salle. Donc, on a répondu à cette demande, nous, en proposant une formation métier de la salle, en étant parfaitement conscient du déficit qu'on avait sur l'image de ces métiers-là. Je vais caricaturer, mais peut-être pas tant que ça, où on a l'impression que le métier de la salle, c'est un métier c'est serveur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va porter quelque chose. Et voilà, vous l'avez tous bien dit, c'est pas ça un métier de la salle. Donc, on va essayer de s'attacher, nous, pour mettre en place ces formations, à communiquer sur l'image et autrement sur cette image-là. Et en essayant de le relooker aussi, cet intitulé. Voilà. Donc, on a souhaité mettre en avant les connaissances qui sont liées aussi au vin, à la connaissance des fournisseurs, hein, au service des boissons sur ces métiers-là. Et on souhaite les mettre en avant dans le cadre de l'opération Défi parce que la région nous a amené à nous positionner pour non pas recruter des candidats et puis après vous les proposer à la fin de la formation, mais vous associer aux début de la formation pour essayer de recruter ensemble et localement. Vous avez parlé de la coupure, qui est un gros frein. Et quand forcément vous recrutez des salariés qui n'habitent pas dans le secteur de l'établissement,
vous savez que vous ne les gardez pas parce que la coupure et les trajets font qu'ils ne restent pas dans le métier. Donc, l'idée, c'est de travailler avec vous pour identifier les restaurateurs qui veulent s'associer à cette opération de formation, et essayer de recruter ensemble, localement, de façon géographique, pour vous associer au choix, effectivement, du candidat, mais aussi pour faire une communication, essayer de faire un binôme gagnant qui sera formé dans ce plan de formation régionale et qui soit prêt, je dirais presque sur mesure, pour vous à la fin de cette formation. Donc, je me retournerai vers Sabine bientôt pour communiquer là-dessus et puis essayer de voir avec vous quels restaurateurs veulent se lancer dans cette action d'envergure, puisqu'en fait, on a 3 actions de formation au métier du service qui doivent démarrer sur Blois, Romorantin et Vendôme au mois d'octobre ou novembre. Merci Patricia pour cette présentation très, très intéressante, effectivement, avec de belles perspectives. Alors, effectivement, la question des métiers de la salle est un débat depuis quelques années. Donc, je vois dans la discussion que l'acteur de la salle devrait aussi être le guide touristique local. Alors, c'est tout à fait juste. Jean-Luc Lepère, IENET Économie Gestion à l'Académie Orléans-Tours, souhaite prendre la parole. Jean-Luc? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Parfaitement bien. Tout à fait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Un magnifique débat avec une représentation du territoire sur l'ensemble, je dirais, tant de la formation, mais aussi des partenaires professionnels, et une belle initiative vraiment. Hein, donc, et une première, puisque cette première de PatMat, hein, cette carte blanche, vraiment félicitations pour cette première. Alors, il est vrai que bon, sur le territoire, l'ensemble des acteurs qui sont là, ils ont vraiment une réelle implication et une réelle motivation. On était un territoire riche avec, je dirais, une vraie volonté, je dirais, d'aller de l'avant. Je crois que durant cette crise, on a montré également qu'on avait un réel savoir-faire, tant, je dirais, dans nos centres de formation, que par les professionnels qui déjà œuvraient en partenariat réel avec les établissements de formation. Mais le maître mot, c'est la communication et la valorisation. Et je crois que donc, tant au sein du campus, tant au regard de ce que porte aussi Kylian Stengel, au regard de l'UHCA, que aussi au sein du réseau que nous portons également des lycées professionnels, le HCBL, et les différents acteurs de la formation, on a tous le même objectif, c'est la valorisation de cette filière métier. Alors là, on a fait un tour d'horizon, mais les métiers du service, et déjà, sous l'ancien campus, Charlotte pourra en témoigner aussi, on avait déjà fait un focus là-dessus, sur l'ancien campus. Mais voilà, ce n'est pas encore suffisant. Il y a différentes actions qui sont en co-construction avec les différents acteurs du territoire. Et c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Et je crois qu'il y a une réelle synergie de l'ensemble des partenaires de la formation continue. Patricia Percevaux tout à l'heure, par le biais des Greta, la formation par apprentissage aussi, et le témoignage de M. Cohn dans le 45, mais aussi, je dirais, donc, du lycée professionnel, par le témoignage de notre collègue du lycée de Châteauneuf-d'Argenton. Donc voilà, donc tout cela pour un seul objectif, la valorisation d'eux, et c'est l'après. Et là encore une fois, on essaye par différents dispositifs, des webinaires, je dirais, des différentes actions de communication qui sont là aussi pour faire témoigner l'ensemble des acteurs du territoire sur, je dirais, cette valorisation métier, et surtout ce que on pourra, je dirais, demain, mettre en avant. Alors, demain, vous l'avez évoqué, c'est aussi des nouveaux dispositifs de formation qui soient peut-être sur les formations coûtantes, Patricia en a parlé, mais aussi d'autres, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être une réponse aussi, c'est-à-dire que monter en compétence nos jeunes sur une coloration de formation, mais aussi peut-être sur des formations post-baccalauréat, post-CAP.
c'est peut-être un peu l'enjeu qui sera en lien avec les campus et les différents acteurs du territoire. En tous les cas, sur notre territoire, on va de l'avant et je crois que la richesse des 6 départements qui composent notre région, elle est tant par ces centres de formation privés sous contrat, donc publics, CFA et formation continue, eh bien, elles n'ont qu'un seul objectif, c'est, je dirais, eh bien, accompagner au mieux nos jeunes de demain dans cette évolution et dans cette belle filière métier. Et je crois qu'on y contribue tous. Et donc, ça, je crois on est sur un axe de travail tous ensemble. Et je crois que c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Voilà. Merci Jean-Luc et merci aussi d'avoir contribué à l'organisation de cette table ronde. Nous avons une nouvelle question dans le chat, donc je ne sais pas si la personne veut prendre la parole. La question, c'est, en tant que traiteur événementiel, comment voyez-vous la reprise économique de nos établissements après la réouverture? Alors, je pense que cette question peut aussi s'adresse à Sabine. Est-ce que la personne confirme? Est-ce qu'elle veut prendre la parole? Donc, Délice de Loire, je crois. Alors, sur la question des traiteurs, peut-être Sabine aurait peut-être une réponse à apporter. Concernant les traiteurs événementiels, le gouvernement est en train de réfléchir actuellement à comment les aider, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ils ne reprendront pas leur activité, leur pleine activité, comme le restaurateur la reprendra, même si on sait qu'on sera un peu limité. Les traiteurs vont être décalés dans le temps. Les grandes cérémonies vont être encore, j'imagine, relativement limitées. Et c'est de voir comment l'État peut venir les aider financièrement aujourd'hui. J'ai eu un débat avec Jean-Baptiste Lemoine la semaine dernière et il y a un plan qui doit être mis en place pour les traiteurs événementiels. C'est vrai que ça a été certainement parmi nos métiers un des métiers avec les hôteliers où l'interdiction de recevoir du public ne leur ont pas été opposées. Du coup, ils ont eu ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. Hein. Le fait qu'ils aient la possibilité de continuer à travailler, mais sur des toutes petites prestations. Donc, c'est vrai que le chiffre d'affaires est hyper impacté, les charges sont toujours là, le personnel aussi, la capacité de joie. Gilles, oui, Gilles, ben voilà, le Délice des Loires. Tu peux prendre la parole, Gilles, hein, surtout, si tu as des questions à poser, pose-les. Voilà. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est en grande souffrance. Et là, on arrive sur des périodes d'autant plus compliquées. Pourquoi? Parce que c'est bien souvent les périodes de mariage, hein. Ce sont aussi les périodes de baptême, les périodes des communions. Et on sait combien ça va être compliqué pour eux. J'ai aussi un gros traiteur en Loir-et-Cher qui me disait « Mais Sabine, on a reporté toutes nos grosses prestations de mariage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On les annule, on restitue. Comment fait-on? On ne peut pas servir nos clients. Et c'est ennuyeux, c'est contraignant et on n'a pas la réponse aujourd'hui. On ne peut faire aucune promesse aujourd'hui de vous dire demain vous allez pouvoir effectivement servir 200 personnes dans la salle des fêtes d'à côté. Eh bien non. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de vous le dire et de se dire comment vous aider. On ne sait pas. On n'a pas le retour. On sait simplement qu'il y a un plan qui va être mis en place dans les semaines à venir. C'est tout. Je vous en prie, partagez votre point de vue, monsieur. Alors, je voulais continuer ma question, justement. C'est que le jour où on pourra recommencer nos activités vraiment de service événementiel, le gros souci, c'est qu'on aura déjà perdu 70 à 80% de nos personnels extra parce qu'ils ont trouvé du travail ailleurs. Il y a déjà une bonne partie qui, on sait, ils ne reviendront plus. Donc là, la question, comment faire pour que notre métier, c'est un petit peu parallèle et connexe avec la restauration traditionnelle, comment faire pour être attractif pour ces gens-là qui reviennent nous voir? Est-ce qu'il ne faut pas justement réformer aussi le métier par la convention collective, par les salaires? Il y a tout un tas de choses qui sont là, quoi.
Je pense que ça, c'est une réflexion nationale à avoir au sein de la profession. Ça a été bien souvent mis sur le tapis, mais jamais été étudié. C'est peut-être aussi là, cette crise sanitaire va peut-être nous permettre effectivement de mettre aussi tout ça à plat. Je pense qu'on a aussi besoin, on a parlé tout à l'heure du nom des métiers. Serveur, c'est plus, je veux dire, voilà, c'est plus possible d'entendre ça. On travaille sur le recrutement, on travaille sur l'attractivité de nos métiers et tout ça fait partie globalement de l'attractivité de nos métiers. Le nom de notre profession, les conditions de travail, voilà, la formation de nos jeunes, voilà. Et à un moment donné, on a une image. Hein, je dis toujours, quand on me pose la question, je dis tout le temps, on a 30 ans de gamelle au cul. Mais quelque part, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, faut se décharger de tout ça. Il faut revoir, là, du coup, il faut revoir la profession avec nos métiers d'une façon de A à Z. On va dire, il faut refaire tout l'alphabet. Et voilà. Et là, on recrutera mieux. Et là, notre image sera de nouveau moins ternie. Et on travaille notamment avec le campus et Charlotte depuis 2 ans dans le cadre d'ATAP pour l'emploi pour effectivement redonner de l'attractivité à nos métiers, mieux parler de nos métiers, mieux parler du service. C'est-à-dire que le service, qu'est-ce que c'est que le service? Le service, c'est rentrer dans… C'est une pièce de théâtre à chaque instant. Vous poussez les portes de l'établissement et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des acteurs. Vous avez des acteurs qui rentrent en scène. Et c'est ça ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes. Il faut parler avec nos tripes quand on parle de nos professions. C'est ça la force. Et c'est d'aller vers les jeunes aujourd'hui, c'est d'aller dans les collèges avec des outils, ce que nous sommes en train de montrer actuellement. Hein, voilà. Aujourd'hui, on va avoir le matériel pour aller dans les collèges, pour aller dans les lycées, dans les universités. On oublie beaucoup de choses aujourd'hui. Monsieur Cohn disait, je ne veux pas que vous parliez comme ça des jeunes. Mais on a quand même des étudiants qui ont eu 1 an, 2 ans compliqués avec cette crise sanitaire, qui sont un petit peu perdus, qui vont être en déshérence dans les semaines et les mois à venir. Et pourquoi nous, on ne les récupérerait pas, ces jeunes-là? Parce qu'ils ont malgré tout déjà un certain savoir. Bien souvent, ils parlent une langue étrangère. Dites donc, c'est juste ce qui nous manque. Chez nous, on n'en a pas parlé de ça. Mais une langue étrangère, c'est primordial aujourd'hui en région Centre-Val de Loire. On a des étrangers qui viennent de plus en plus. Bon, voilà, je suis au bout de la corde en ce moment, c'est pas le pied. Mais bon, ça va revenir tout ça. Donc, c'est aussi préparer tout ça. Et aujourd'hui, on va avoir des outils pour ça. On a travaillé avec Charlotte, on a travaillé avec Christophe Lunet, on a travaillé avec la région. Voilà, aujourd'hui, demain, et là, quand je vous dis demain, c'est demain parce que c'est dans 2 mois et demi, au mois de juin, nous aurons nos triporteurs de la formation qui expliqueront effectivement le déroulé de nos métiers, où et comment arriver dans ces métiers, l'avenir de nos métiers, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est aussi d'aller voir les jeunes et de leur dire que nous, maintenant, aujourd'hui, on est fini. Nos métiers, ce sont eux. L'avenir de nos métiers, ce sont eux. Et je pense qu'on ne l'a pas assez répété. Et pendant cette crise sanitaire, il me semblait important d'aller dans les établissements pour leur dire, on est passé au lycée hôtelier, on est passé au CFA Loir-et-Cher notamment, et on est allé interpeller nos jeunes en leur disant, vous savez, nous, notre avenir, c'est vous. Et je pense que quand vous dites ça aux jeunes, vous avez déjà tout gagné. Après, c'est effectivement de savoir leur expliquer nos métiers et les faire rêver, qu'on n'ait plus cette fichue image de 30 ans de gamelle au derrière, là, qui nous colle. Et voilà, il faut mettre un coup de boost, il faut nettoyer tout ça et puis il faut y aller, il faut taper dedans. Je veux dire, comment on a fait quand on s'est installé dans nos métiers? Ben, on a fait ça, on a tapé dedans. Ben, aujourd'hui, voilà, il nous arrive quelque chose d'épouvantable, certes, mais c'est peut-être aussi une façon de faire une table rase de tout et de penser différemment et d'emmener nos jeunes pour leur construire un avenir et construire notre avenir aussi, parce que c'est leur fraîcheur qui nous fera avancer. Hein. Merci Sabine pour ce discours passionné comme toujours. La clé, c'est donc les synergies entre les partenaires. On a bien compris que c'est cette force collective qui va permettre finalement cette sortie de crise. Donc, il y a de gros chantiers, mais également, je pense, de très belles perspectives. Je vais maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, laisser le mot de la fin à M. Obels, peut-être pour synthétiser un peu cette manifestation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Bien, merci Charlotte, quel honneur pour moi. Tout d'abord pour dire que les propos
j'ai entendu cet après-midi m'ont surpris et favorablement parce qu'ils étaient, tous les participants ont fait preuve d'un grand optimisme dans ce qu'ils ont dit. Alors, je pense à l'optimisme de Sabine Ferrand, son optimisme commercial, optimisme partagé par Christophe Lunet. J'ai vu aussi l'optimisme de nos deux professionnels de la formation, déjà pour nous montrer que finalement ces 2 années, de formation ne sont pas perdues, elles sont au contraire, les établissements ont déployé des trésors d'imagination pour que les jeunes bénéficient quand même d'une formation. Et Sabine disait tout à l'heure, il est certain que tous ces jeunes, peut-être ça n'a pas été facile pour eux non plus, mais il faut souhaiter que très vite ils trouvent des emplois dans les entreprises. Et je pense qu'on les attend un peu parce qu'on manque de salariés. Et j'espère que, comme vous, bien sûr, que tous ces gens nouvellement formés vont pouvoir obtenir peut-être le complément pratique qui leur manque, qu'ils n'ont pas pu avoir pleinement durant ces 2 années. Et puis, ces échanges montrent aussi que, je crois trouver une véritable unanimité sur le besoin et l'envie de tout le monde de progresser en qualité. Alors, c'est la qualité, bien sûr, qualité de la table, qualité des produits. On a parlé circuit court. Alors, je découvre à quel point ici, chez vous, en centre Val-de-Loire, c'est une chose qui est entrée dans les mœurs depuis longtemps. Pour vous dire, je me suis amusé il y a quelque temps à lire, c'est très soporifique, mais la grande réinitialisation du maître du forum de Davos. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais dedans, il vous propose des solutions face à un péril écologique auquel on croit ou non. Enfin, il parle des circuits courts comme si c'était quelque chose de nouveau, comme s'il avait inventé la poudre. Alors je pourrais lui dire à ce monsieur de Davos, à ce mondialiste, eh bien écoutez, cher monsieur, allez voir les restaurateurs de Centre Val-de-Loire, ça fait 25 ans qu'ils y ont pensé avant toi, mon coco, et voilà. Bon. Donc, voilà. Je vois aussi, et ça c'est fort, vous êtes tous fiers d'appartenir à une belle région. Vous croyez en votre région, vous croyez en ce que vous êtes. Et ça, c'est une force magnifique. Tout le monde n'a pas cette chance. Tous les endroits, c'est vrai que toute la France est belle, mais enfin, il y a peu d'endroits où tout le monde est aussi unanime. Vous prévoyez tous quand même, vous voyez un avenir quand même assez radieux. Vous êtes tout en étant conscient de vos atouts. Là, j'ai Monsieur Guédon juste en incrustation. Il est seul devant moi. J'en profite pour dire que c'est aussi rassurant de voir que le monde de la salle, qui se voit de plus en plus comme un monde de commercialisation. C'est vrai que le temps des porteurs d'assiettes, c'est fini, on l'a bien compris. On ne fera pas venir des gens on ne les fera pas rêver en leur disant « tu vas porter les assiettes », c'est bien évident. Et aujourd'hui, on est conscient de tous ces besoins. Vous avez parlé de communication, vous avez parlé des langues étrangères qui sont nécessaires. Tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour faire les métiers du service. Et pour moi, c'est une appellation qui n'a rien de péjoratif. Ce sont des services, la commercialisation, la vente additionnelle, tout ça, ce sont des piliers qui font l'avenir de la restauration, avec des gens qui seront de vrais professionnels et des gens qui pourront trouver une passion, qui pourront vivre un échange avec le client. Et ça, c'est quelque chose certainement qui a manqué. Il ne faut pas oublier que les jeunes garçons et filles qui viennent dans ces métiers n'ont pas toujours eu un fort niveau d'éducation. Ils sont souvent désireux d'en savoir plus, je crois, et c'est très positif que vous puissiez leur apporter justement cette dimension qui manque dans leur savoir-être. Voilà. Bien, merci à vous. Comment ? Je dis merci à vous pour ce message, cette note à l'attention notamment des jeunes qui sont vraiment l'avenir, je crois.
C'est important. C'est important d'en faire de vrais ambassadeurs des établissements. Des ambassadeurs. Ambassadeurs aussi de leur région. C'est très important. Je vois aussi, et ça c'est très positif dans tout ce qu'on a entendu cet après-midi, le caractère constructif des relations entre le monde de l'entreprise d'une part, le monde de la formation et de l'enseignement d'autre part. Là, on a peut-être lancé une piste. Enfin, j'espère qu'on a initié quelque chose qui donnera de bons résultats. C'est de faire profiter, par exemple, l'expertise de l'école de bistronomie, d'en faire profiter les restaurateurs, s'adapter au marketing, s'adapter aux évolutions des modes de consommation. C'est quelque chose qui est tout à fait capital aujourd'hui pour la restauration. Il y a encore, bien sûr, des synergies à créer. On s'est parlé que pendant 1 heure. Toujours est-il que ça montre qu'on a dépassé aujourd'hui, je crois, de vieux antagonismes entre ces deux mondes. Et ça, c'est très positif à l'heure où il faut tout recréer. Voilà. Je me dis que ce sera mon mot de la fin, qu'il y a une volonté commune ici, que vous avez exprimée, tous les 4, et puis tous les participants, une volonté commune de mettre à profit vos atouts et les atouts d'une région qui est formidable, qu'on aime beaucoup. Moi, je n'en suis pas, mais quand j'y viens, c'est à chaque fois avec beaucoup de plaisir, et tous les voyageurs, c'est pareil. Merci à vous tous, et merci à Charlotte d'avoir eu cette patience, parce que j'ai beaucoup laissé les intervenants dépasser sur leur temps de parole. C'était une bonne chose. Merci au public d'avoir été aussi nombreux, et je remercie à nouveau tous les intervenants. Kylian également pour nous avoir permis aussi d'organiser cet événement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, et peut-être que cela suscitera des échanges ultérieurs. Merci beaucoup, et merci à tous ceux qui se sont prêtés à ce débat avec moi. Merci beaucoup.